Je vous raconte aujourd'hui une histoire que j'ai longtemps gardée pour moi, une histoire de trahison familiale, de dignité perdue et finalement retrouvée par l'intelligence et la patience. À 70 ans, j'ai compris que la vie nous enseigne parfois ses plus dures leçons au moment où nous nous y attendons le moins, et que la vraie force réside non pas dans la colère destructive, mais dans la clarté morale absolue et la justice stratégique. Cette histoire a changé à jamais ma façon de voir la famille, l'amour et le sens du sacrifice. Je vous demande de me suivre jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre compréhension des relations humaines. Mon fils s'apprêtait à se marier. Pour moi, c'était un moment sacré, l'aboutissement de toutes ces années à élever seul cet enfant après le départ de sa mère quand il n'avait que 6 ans. Je n'avais qu'un seul rêve, être présent à ses côtés, danser avec lui, partager ce bonheur immense et céleste. J'avais d'ailleurs prévu depuis longtemps de financer entièrement la célébration de son mariage. C'était mon cadeau ultime, ma façon de dire sans parole. Je vous aime profondément, je suis fier de vous, et je veux que ce jour soit parfait. Si vous regardez cette vidéo depuis le canapé de votre salon ou debout dans votre cuisine, je vous demande une chose très simple. Restez jusqu'au bout, écoutez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi immédiatement dans les commentaires d'où vous nous regardez exactement. Vos messages me rappellent que je ne suis pas seul dans cette douleur, que d'autres ont connu cette trahison inimaginable, que d'autres ont aussi choisi la dignité. Je dois commencer par vous parler de cette maison, car elle n'était pas juste une maison ordinaire, vous comprenez profondément. C'était bien plus qu'un simple lieu. C'était un symbole vivant de tous mes efforts, de tout mon amour reconstruction. Les murs jaunes du salon où j'avais passé des heures à écouter les rêves de mon fils enfant, le jardin que j'avais planté avec mon propre fils à l'âge de 7 ans, la cuisine où nous préparions nos repas du dimanche ensemble comme une cérémonie sacrée. Cette maison était le cœur battant de notre famille, le symbole intemporel de notre lien que je croyais indestructible. J'y avais investi tout mon amour, tous mes économies et mon avenir entier. Quand mon fils a connu cette femme, je me souviens exactement de son sourire radieux. Il était heureux, vraiment heureux pour la première fois depuis le départ de sa mère. J'ai accueilli sa future épouse à bras ouverts et le cœur ouvert, pensant naïvement que l'amour pouvait unir les familles plutôt que les déchirer. J'ignorais alors que cette femme voyait mon dévouement envers mon fils unique non comme une beauté, mais comme une menace existentielle, une intrusion permanente dans sa relation. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer de petites choses, des détails qui ne trompent pas. Des regards échangés lors des réunions familiales, des remarques froides sur ma présence, une distance croissante. Ma belle-fille trouvait toujours des raisons subtiles pour que mon fils m'appelle moins souvent, pour que nous nous voyions moins fréquemment. Elle le monopolisait doucement, stratégiquement, le coupant progressivement et méthodiquement de moi. Puis est venue l'annonce officielle de la date du mariage dans une réunion familiale où j'ai d'abord senti quelque chose d'étrange. J'étais au téléphone avec mon fils, le cœur léger, quand il m'a demandé avec une voix hésitante « Papa, on aimerait vraiment que tu arrives seulement pour la réception. La cérémonie, c'est juste pour la famille très proche. » Famille très proche. Moi, son père unique, j'étais soudainement pas assez proche pour assister à sa cérémonie. Cette phrase m'a paralysé. J'ai senti quelque chose se briser profondément à l'intérieur de moi, mais j'ai gardé ma voix ferme et stable sans trembler. « D'accord, mon fils, je serai là pour la réception, sans faute. » J'ai raccroché lentement le téléphone et j'ai dû m'asseoir immédiatement sur une chaise pour ne pas tomber. Pendant des heures, j'ai essayé de comprendre rationnellement. Peut-être était-ce vraiment une décision commune et raisonnée. Peut-être surréagissais-je émotionnellement. Mais au fond de moi, je savais intuitivement que quelque chose d'autre se passait. Les semaines suivantes ont été remplies de petites humiliations successives et douloureuses. J'apprenais les détails de la cérémonie par des amis mutuaux, jamais par mon fils directement. Je n'avais pas été convié aux réunions préparatoires,
ou aux essayages. Mon rôle se réduisait de plus en plus à une seule chose bien claire: payer. Tout était à ma charge entièrement. Les invitations imprimées, le lieu de réception choisi, les fleurs magnifiques, le photographe professionnel et bien sûr, le buffet gastronomique. Je me souviens précisément du jour où j'ai signé le devis final avec le traiteur réputé. 15 000 € exactement. Cela représentait plusieurs mois complets d'économie pour moi, un retraité vivant modestement après une vie de travail. Mais j'ai signé sans hésiter une seule seconde, pensant sincèrement que c'était un acte véritable d'amour, un investissement magnifique dans le bonheur futur de mon fils. Le contrat stipulait clairement que toute annulation devait se faire minimum 48 heures à l'avance. Puis, 3 semaines exactement avant le mariage prévu, j'ai reçu un message de texte, un message destiné à mon fils, mais qu'il avait accidentellement transféré à un groupe familial sans le vouloir. Je l'ai vu en consultant mon téléphone ce matin-là. Ma belle-fille écrivait en langage cru: « Il faut vraiment qu'on lui fasse comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. C'est pour ça qu'on l'a exclu de la cérémonie. Je ne veux pas qu'il gâche ma journée avec son sentiment d'être rejeté et ses larmes. » Cette phrase m'a fendu le cœur d'une manière physique et viscérale que je n'aurais jamais cru possible à cet âge de ma vie. Ce n'était pas un malentendu innocent. Ce n'était pas une simple décision de mon fils basée sur la logique. C'était une manipulation calculée, un plan prémédité pour m'humilier publiquement, pour me détruire méthodiquement. J'ai lu et relu ces mots jusqu'à les connaître par cœur. Et soudain, j'ai senti quelque chose changer de manière irréversible et profonde en moi. Ce n'était pas de la colère aveugle, c'était une clarté cristalline et froide, une compréhension absolue de la situation. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas appelé immédiatement, je ne lui ai pas hurlé dessus comme un fou. Au lieu de cela, j'ai rangé mon téléphone et j'ai commencé à observer, à attendre, à comprendre. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai observé silencieusement comment ma belle-fille consolidait sa victoire. Elle envoyait des messages triomphants au groupe familial, parlait de sa capacité à organiser, à contrôler, à décider. Elle s'attendait à ce que je sois simplement docile, que je me soumette à son humiliation sans réagir. Elle ne savait pas qu'elle était maintenant sous observation, que je comprenais ses jeux, que j'avais une stratégie. Ce soir-là, assis seul à ma table, j'ai longtemps observé la situation avec une clarté nouvelle. Mon fils était clairement manipulé par sa fiancée. Maintenant, je le savais avec certitude absolue. Ma belle-fille voulait contrôler son mariage, dominer la famille entière, tout. Elle voulait effacer mon rôle, diminuer mon importance, effacer mon existence même du récit familial. Elle voyait mon amour comme une compétition. J'ai pris un stylo et j'ai écrit sur un papier blanc ce que je savais. Les faits concrets, les preuves, la manipulation, le plan machiavélique. Je savais que je devais agir, mais intelligemment, stratégiquement. Pas par sentiment brut, pas par colère destructive, mais par logique impeccable. J'avais le contrat légal avec le traiteur. J'avais le droit incontestable de l'annuler. Et à ce moment précis, j'ai compris exactement ce que je devais faire. La semaine suivante, j'ai mis mon plan en place méthodiquement. D'abord, j'ai appelé le traiteur et j'ai confirmé tous les détails précis du buffet, le nombre exact de personnes, l'heure précise de livraison, les menus spéciaux. Tout était confirmé. Puis, j'ai attendu patiemment. Pas par faiblesse, mais par stratégie pure. Je voulais que le moment soit absolument parfait. Je voulais que ma belle-fille ressente l'humiliation exactement comme elle me l'avait infligée. Je me suis aussi documenté juridiquement de manière approfondie. J'ai consulté un ami avocat respectable pour vérifier scrupuleusement que j'avais tous les droits légaux. Oui, le contrat stipulait clairement que toute annulation avec 48 heures de préavis était complètement acceptée et légale. J'avais tous les droits légaux. Et plus important encore, j'avais une raison morale irréfutable de les exercer. Je n'étais pas un homme vengeur par nature, j'étais un homme refusant l'humiliation. La veille exacte du mariage, le jeudi soir à 19 heures précises, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient légèrement,
mais pas de peur ordinaire. C'était la trempe de quelqu'un qui fait enfin ce qui doit absolument être fait. J'ai appelé le traiteur avec calme. « Bonjour, je dois annuler le buffet de demain. Je sais que c'est tard, mais votre contrat l'autorise explicitement. » La personne au téléphone a essayé de me convaincre pendant 10 minutes. Elle a parlé de la perte financière, des préparatifs déjà commencés, des employés qui comptaient sur ce travail. Je comprenais sincèrement leurs préoccupations, mais j'ai expliqué calmement et fermement. « Madame, j'ai des raisons personnelles et familiales très graves. Le contrat le permet clairement. Je vous demande de procéder à l'annulation immédiatement. » Elle a accepté finalement. C'était fait. Le point de non-retour était franchi. Ce soir-là, après cet appel décisif, j'ai fermé les yeux et j'ai dormi comme jamais en plusieurs mois d'angoisse. Ce n'était pas le sommeil agité de la vengeance, mais celui de la justice restaurée. J'avais repris mon pouvoir personnel. J'avais dit non définitivement à l'humiliation. Je n'avais pas frappé, je n'avais pas crié, je n'avais pas hurlé, mais j'avais agi avec précision et intelligence. Le lendemain matin, j'avais prévu de ne pas assister à la réception. J'étais un homme de principe, et être présent là-bas aurait été compromettre mon intégrité morale. J'ai reçu des appels frénétiques de mon fils à partir de 13h30 exactement. D'abord confus, puis profondément paniqué. Le traiteur n'arrivait pas. Le buffet complet n'était pas livré. Le contrat avait été annulé, apparemment. Mais comment était-ce possible? Pourquoi avait-on pu l'annuler? Mon fils m'a appelé à 14h précises. Sa voix était complètement fracassée, en détresse. « Papa, papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Le traiteur me dit que tu as annulé le buffet hier soir. Tu as quoi? » J'ai respiré profondément avant de répondre, ma voix aussi calme, posée et assurée que possible. « Mon fils, tu as choisi de m'exclure. Ta femme a choisi de m'humilier publiquement. Je n'allais pas financer ma propre humiliation. » Il y a eu un silence profond et électrique. Un long silence où je pouvais sentir son monde complet s'écrouler autour de lui. « Mais papa, la réception, il n'y a rien. Les invités. » Il pleurait maintenant, vraiment pleurait. Et pour la première fois depuis des mois de cette tragédie, je me suis senti à la paix absolue avec moi-même. Ce n'était pas de la cruauté malveillante. C'était simplement la conséquence naturelle et logique de ses choix conscients. Ce qui s'est passé à cette réception, je l'ai appris par d'autres amis loyaux par la suite. Les 450 invités, les familles des deux côtés, tout ce monde nombreux qui attendait expectativement le somptueux buffet que j'avais financé, se sont trouvés face à un vide complet. Il n'y avait rien à manger, que de la confusion générale, de la honte collective, des regards entendus entre les invités. Les parents de ma belle-fille ont compris immédiatement ce qui s'était vraiment passé et pourquoi. Les jours suivants ont été intéressants et révélateurs. Mon fils est venu me voir, effondré et livide. Il comprenait enfin ce qui s'était vraiment passé derrière les scènes. Je lui ai montré le message cruel de sa femme avec les preuves. Il a vu la manipulation, le mépris pur, le plan machiavélique. Pour la première fois, il a vraiment choisi son camp, et c'était celui de son père biologique. Sa femme a essayé de me contacter plusieurs fois, me laissant des messages. Elle menaçait, suppliait, se justifiait maladroitement. Je n'ai pas répondu une seule fois. Il n'y avait plus rien à dire vraiment important. Mon silence était plus puissant que tous les mots du monde. Elle avait voulu m'écraser complètement, et au lieu de cela, elle s'était écrasée elle-même sous le poids de ses propres actions calculées. Mon fils a mis du temps à vraiment comprendre ce que sa mère faisait et comment elle l'utilisait. Des mois après le mariage catastrophique, il a enfin réalisé la vérité. Sa femme ne l'aimait pas vraiment. Elle le contrôlait, le manipulait pour obtenir ce qu'elle voulait. Et je lui ai appris, sans le dire directement, que les vraies relations ne fonctionnent pas ainsi. Qu'on ne doit jamais sacrifier son honneur pour l'amour de quelqu'un qui ne vous respecte pas. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je suis en paix profonde. Mon fils et moi avons une relation restaurée et renouvelée, bien plus forte qu'avant,
fondée cette fois sur une vérité brutale qu'il avait dû finalement accepter. Je ne suis pas son ennemi. Je suis l'homme qui a refusé catégoriquement d'être son tapis émotionnel. Et cette leçon a été infiniment plus valuable que n'importe quel mariage réussi. J'ai appris aussi que ma belle-fille a finalement divorcé de mon fils 3 ans après ce mariage désastreux. Elle s'était tournée vers d'autres hommes, d'autres sources de revenus et de contrôle. Mon fils a découvert trop tard ce que j'avais vu dès le premier jour. Elle ne l'aimait jamais. Elle ne voyait en lui qu'un moyen. C'est peut-être la plus grande justice de toute cette histoire. La vraie question que je vous pose ce soir est celle-ci. Jusqu'où irez-vous pour défendre votre dignité humaine? Et plus important encore, reconnaissez-vous quand quelqu'un essaie de vous la voler systématiquement? Si vous avez une histoire semblable à partager, écrivez-moi dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages avec attention. Vos histoires me rappellent pourquoi j'ai décidé de parler ouvertement. Merci infiniment.